laisser poindre la rumeur Ronaldo sans réagir, perdre Milik, et derrière peut-être te retrouver avec une attaque pour débuter la saison à partir du 1er septembre, Bakambu Suarez, excuse-moi de te dire ça, mais après la rumeur Ronaldo qui a été incandescente dans tous les médias, repris partout, dans tous les médias nationaux, internationaux, tous les anciens joueurs de l'OM qui ont poussé dans ce sens, ça serait un énorme danger, justement, de recruter personne derrière Milik. Sur le fait de dire on se débarrasse de Milik et on ne le remplace pas, là, moi, je rejoins tout le monde. Ce serait une énorme connerie parce que aujourd'hui, Milik, oui, un goût d'inachevé sur le fait qu'on se dit on n'a pas vu le grand Milik, mais pour autant, c'est quand même un attaquant qui faisait peur aux défenseurs, qui les aspirait, qui attirait leur attention, donc il faisait quand même du bien. Il n'a jamais été dans les conditions idéales par rapport au système et dans les petits papiers des 2 entraîneurs qui se sont succédés. Donc, qui s'en aille, à la limite, pourquoi pas. Maintenant, derrière, il faut prendre quelqu'un qui soit en capacité de bouger les défenses de Ligue des Champions et même de Ligue 1. Et aujourd'hui, moi, je ne pense pas que Suarez ou Bakambu soient capables de faire ça. Moi, je trouve ça assez fou quand même que le 27 août, on se demande toujours quel sera le prochain numéro 9 de l'Olympique de Marseille. Mais en fait, ça révèle vraiment un problème de fond par rapport au fonctionnement des cellules de recrutement de l'Olympique de Marseille, mais aussi des clubs français en général. C'est que, en fait, ce sont plus des achats d'opportunités. J'ai l'impression que vraiment un réel travail d'une cellule de recrutement où derrière, il y aurait tout un travail de scouting qui permet d'identifier justement les joueurs, les différents potentiels dans différents pays. Et en fait, je me rends compte qu'on est vraiment très très en retard en fait en France parce que dans beaucoup de pays, en fait, le scouting est développé fortement. On peut parler de l'Angleterre, des Pays-Bas, qui ont de nombreux scouts à l'étranger et ce qui leur permet d'avoir des joueurs à fort potentiel et rapidement. Et de pouvoir répondre à tout départ rapidement. Pour être honnête, j'ai un peu du mal à comprendre en fait ces choix-là de vente de joueurs comme Milik ou même Luan Pérez qui est parti pour 3 cacahuètes, je crois qu'il est parti pour 3 millions, alors qu'il donnait totale satisfaction, il a fait une super saison. Bon, certes, c'est pas un joueur, c'est pas le meilleur joueur de football, mais en même temps, je l'ai toujours vu faire ses matchs en fait. Donc derrière, c'est ça, je comprends pas trop en fait. Déjà d'une, le choix sportif de le vendre. Et 2, même la logique économique pour partir pour aussi peu, quoi. Et Milik, on est un petit peu dans le même cas de figure, surtout que derrière, en fait, il n'y a pas de solution de rechange. Je te donne un exemple tout simple. Lyon, qui va vendre Paqueta pour 60 millions d'euros. C'est autre chose que 8 millions d'euros pour un joueur que tu as recruté 15, quoi. Pour prolonger la question de Yannick, est-ce qu'on ne paye pas une posture, une réputation de mauvais vendeur depuis des années, aujourd'hui encore, alors que Lyon, à l'inverse, justement, s'est forgé une réputation de club qui vend très très bien ses joueurs, qui n'est jamais en panique, qui a une situation financière plutôt stable, et du coup, ça se sait, ça, j'imagine, dans le monde des agents. Et à l'inverse, par contre, on sait que l'OM est pris à la gorge, que l'OM a besoin de liquidité, que l'OM ne sait pas vendre, que l'OM est impatient, que l'OM a des comportements d'achat-vente compulsifs. Est-ce que tout ça autour du milieu des agents, forcément, ça ne peut pas jouer aussi en conséquence sur les prix de vente des joueurs qui nous paraissent, à nous tous, évidemment, trop bas? Bien sûr que ça se sait. Et après, c'est aussi le message qui est envoyé par le club. Lyon, on parle de montants, c'est vrai, assez astronomiques dans la vente de leurs joueurs, parce qu'en fait, ils se mettent dans une position où ils sont pas obligés de les vendre, en fait. Eh oui. Alors que l'OM, souvent, on annonce que voilà, il y a des difficultés économiques, il y a le fair play financier, il faut équilibrer la balance. Donc forcément, voilà. Après, c'est un jeu de négociation, de toute manière, le mercato. Donc forcément, les potentiels acheteurs, ils se mettent dans la meilleure position pour acheter au meilleur prix. C'est un serpent qui se mord la queue. Tant que tu n'installeras pas une stabilité, une impression de sérénité, une impression de force quelque part, et tu auras toujours une volonté de vendre, certes, mais avec des acheteurs qui viendront, ils te feront des offres au rabais. Ce qu'a dit Nicolas, c'est important là-dessus. On le voit exactement avec l'exemple de Dieng. Aujourd'hui, on veut vendre Dieng, d'accord. Mais est-ce que le fait de ne même pas l'aligner sur la feuille de match,
de le mettre dans un coin pendant les entraînements, ça envoie vraiment le bon message pour le vendre au meilleur prix des acheteurs. Moi, si je veux acheter un joueur et que je vois que son club aujourd'hui le met à tout prix de côté et veut à tout prix s'en débarrasser, je ne vais pas lui faire une offre énorme. Je me dis, bah, de toute façon, ils veulent à tout prix le vendre. Alors pourquoi j'irais payer au prix fort? C'était la méthode tapis dans ce film Homme-Femme Mode d'emploi qui est très vieux. C'est-à-dire que quand tu veux vendre quelque chose très cher, tu marques dessus que c'est vendu ou que c'est pas à vendre. Et j'ai l'impression qu'en fait, à Lyon, c'est ça. C'est que pour le coup, tu le disais, ils n'ont pas l'intention de vendre qui que ce soit. En tout cas, c'est l'écho qui laisse entendre. Alors qu'à l'OM, en fait, il est écrit partout, tout le monde sait que tous les joueurs sont à vendre, que l'OM a besoin de vendre, ce qui tire forcément les prix vers le bas. Ça n'incite aucun club, à mon avis, à formuler une offre importante pour quelques joueurs que ce soit. Là, ça fait peut-être 20 ans, 30 ans qu'on a un actionnaire qui est souvent en faiblesse, on va dire faiblesse financière, et qui est clairement relayé partout dans la presse. Et le problème, il est peut-être là, c'est qu'aujourd'hui, McCourt, c'est la continuité de Robert Louis Dreyfus et de Margarita par la suite. C'est-à-dire, c'est des profils d'investisseurs qui ont des moyens, mais pas des moyens pour subvenir aux besoins d'un club comme l'Olympique de Marseille. Et au final, il s'essouffle, parce que là, ça fait 5-6 ans, donc McCourt, il est essoufflé financièrement. Et clairement, il sort partout qu'il ne peut plus transpirer d'argent, quoi. C'est terminé. Donc en gros, maintenant, on fait comme on peut, quoi.